Sin ninguna duda, Francia ha sido uno de los centros de la lucha de clases durante el primer semestre del 2016. Para conversar acerca de lo allí ocurrido, estamos con Daniela Covet, directora de la publicación Revolución Permanente y miembro del Comité Ejecutivo del nuevo Partido Anticapitalista, con Marina Garrisi, estudiante de Filosofía de la Universidad de Toulouse-Le Mireille, y con Elsa Marcel, estudiante de Derecho de la Universidad París I y una de las voceras de la Coordinación Nacional Estudiantil que se desarrolló durante el proceso de lucha. ¿Por qué no nos cuentan un poco cómo transcurrió todo este movimiento, ¿no?, que comenzó en marzo? Bon, la première chose à dire, c'est que la mobilisation a commencé d'une manière assez spontanée, avec une effervescence sur les réseaux sociaux et dans la jeunesse qui a exercé une pression sur les syndicats, et une première date de mobilisation autour du 9 mars qui a été une entrée en scène assez explosive et importante dans la rue. Dès le départ de la mobilisation, la politique du gouvernement a été d'empêcher le tous ensemble, d'essayer de rompre l'unité syndicale, de faire des concessions à différents secteurs, que ce soit celui du public, mais aussi chez les camionneurs, dans la jeunesse. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dès le début de la mobilisation, la volonté du tous ensemble a été au cœur des aspirations et des discussions dans la jeunesse, mais également du côté des travailleurs. Distinguer deux étapes en fait dans le mouvement contre la loi travail, avec jusqu'à mi-avril à peu près une mobilisation assez importante du côté de la jeunesse dans les lycées, mais aussi sur les universités, avec un caractère assez explosif et un activisme assez important, mais une difficulté à la massification, mais des tendances importantes à l'auto-organisation, avec l'organisation d'assemblées générales, de comités de mobilisation et d'organes de coordination nationale au niveau des étudiants et des lycéens. À partir du moment où le gouvernement a utilisé une première fois le 49.3, donc fin avril, ça a permis un regain de la mobilisation avec l'entrée en scène de secteurs combatifs de la classe ouvrière, du côté des routiers, du côté des raffineurs, du côté des dockers, des éboueurs également, des cheminots, jusqu'au 14 juin, date de mobilisation nationale à Paris où il y avait plus de 1 million de personnes dans les rues, avec la présence de cortèges importants de secteurs de la classe ouvrière, mais une date qui arrive un peu loin pendant la période des vacances scolaires, et de fait le gouvernement a fait passer la loi travail avec une seconde utilisation du 49.3 fin juillet. Francia ha conocido muchas irrupciones de la clase trabajadora y de la juventud, mayo de 68, noviembre, diciembre de 1995, la lucha del 2010. ¿Qué peculiaridad o qué aspectos se podrían resaltar de este proceso de lucha? Je pense que ce qui était très important et très fort dans ce mouvement de lutte, c'est qu'il y a eu l'entrée en scène combinée de différents secteurs avec des méthodes de lutte différentes, mais avec l'aspiration au même but et qui se battaient pour la même chose. Parce que si on regarde, il y a eu effectivement le mouvement étudiant avec, comme le disait Marina, des assemblées générales assez massives, des tentatives d'auto-organisation. Il y a eu le mouvement ouvrier avec de nombreux secteurs en grève, et en particulier le secteur privé et les précaires, alors que ça faisait très longtemps en fait qu'il n'y avait pas eu de mobilisation de ce côté-là. Ça allait des secteurs du McDo jusqu'aux intermittents, en passant même par des mouvements de chômeurs, et plus généralement de secteurs stratégiques de la classe ouvrière qui étaient trempés jusqu'au cou dans la lutte. Si on regarde l'exemple du côté des raffineries, il y a 8 grosses raffineries en France, il y en avait 7 qui ont été bloquées pendant plus d'une semaine avec des piquets offensifs, c'est-à-dire qui étaient là en fait pour se protéger de la répression et pour être sûr que les raffineries étaient bloquées. C'était de la même chose du côté des dépôts de pétrole. Du côté du Havre, un niveau en fait de paralysie de la ville, notamment avec tous les dockers et une délégation en fait d'étudiants, et aller là-bas à la rencontre des travailleurs à l'occasion d'une journée de mobilisation, et c'était impressionnant de voir un cortège interminable de dockers en tête de manifestation, en fait très conscient d'avoir entre ses mains la capacité de bloquer l'économie. Et ça, je pense que c'était un des vecteurs de basculement qui a même permis de remobiliser la jeunesse et de la réenthousiasmer autour de ça. Et c'est ça aussi qui caractérise un peu la nature politique de cette mobilisation, c'est-à-dire que toute la question de centralité de la classe ouvrière, en fait, elle était un peu démontrée dans la pratique avec la manière dont ça a basculé autour de l'entrée en scène du mouvement ouvrier, avec des secteurs extrêmement combatifs comme les cheminots, dont les slogans dans les cortèges c'était anticapitaliste.
Et ce n'était pas uniquement basé sur des revendications économiques, mais ils étaient prêts à penser comment bloquer l'euro, comment se lier à d'autres secteurs, comment se lier aux hospitaliers, comment se lier aux postiers, et surtout comment mettre à bas ce gouvernement et se poser plus largement la question du système dans son ensemble, quoi. Et enfin, même du côté de Nuit debout, un phénomène qui ressemble un petit peu à celui des indignés en Espagne, mais c'est-à-dire qui se caractérise par l'occupation des places. Ça, c'est un peu le cadre plus général, mais je pense qu'un truc très important sur lequel il faut insister, c'est que toute cette mobilisation-là s'est effectuée dans un contexte d'état d'urgence qui avait été instauré après les attentats et donc qui a permis au gouvernement d'exercer une répression policière très très dure, dans la mesure où la jeunesse qui était dans la rue les 2 premiers mois s'est fait gazer, matraquer et ce qui, politiquement, a été un fort vecteur de radicalité. Notamment parce que ça nous a permis de prendre en fait certains réflexes de lutte et d'autodéfense où on était tous habitués à être protégés avec des cagoules, avec des lunettes, mais simplement pour se défendre en fait des agressions policières permanentes. Et même plus idéologiquement, c'est un truc qui a amené beaucoup d'étudiants à démasquer un peu la nature de l'État bourgeois, parce qu'on venait d'une époque où tout le monde applaudissait la police dans la rue qui nous préservait des terroristes, etc. Et en fait, on est passé d'une phase où au début, des étudiants pouvaient lancer le slogan « La police avec nous », au fait que le slogan le plus repris de toute la mobilisation, ça a été « Tout le monde déteste la police ». Ça s'inscrit dans une dynamique où c'est le Parti socialiste qui était à l'origine en fait, de cette attaque antisociale et de cette répression très dure. Là, on voit bien que ce soit le Parti socialiste ou les Républicains, les deux médiations bourgeoises traditionnelles sont durement en crise et qu'il y a beaucoup moins d'illusions de sortie démocratique et électorale. Et donc, je pense qu'une des caractéristiques particulière de ce mouvement-là, c'est la nature de son avant-garde, très politique et très radicale, qui s'est levée pendant 4 mois, très déterminée, qui a continué malgré toute la répression et qui n'est pas prête de retourner se coucher, quoi. ¿Cuáles han sido los principales debates que se han dado durante el movimiento? Bon, moi j'ai l'impression en fait qu'on partait d'un accord en fait très général dans la majorité de la population, c'est que cette réforme en fait c'était une réforme mauvaise et donc il y avait une opposition très large de plus de 75% de la population à la loi en fait imposée par le Parti socialiste. Le débat fondamental était de savoir en fait quelle était la stratégie, quelles étaient les méthodes qui permettaient précisément en fait d'imposer une défaite au gouvernement et d'imposer en fait le retrait pur et simple de la loi. Et là-dessus, il y a eu au moins 2 grandes stratégies qui se sont affrontées dans la mobilisation. L'une qui était la principale force dirigeante dans le mouvement ouvrier, la CGT, une CGT y compris qui apparaissait à l'échelle nationale avec un visage très radical. On voyait dans le gouvernement qui accusait le secrétaire général de la CGT d'être un terroriste, etc., etc., mais dont en fait la radicalité dans le discours et dans la méthode ne se correspondait pas avec une stratégie permettant de mettre en mouvement tout le monde en même temps, de construire en fait, comme disait Elsa, le tous ensemble qui en France a une version populaire de l'idée de la grève générale. C'est-à-dire en fait de paralyser l'ensemble de l'économie de façon en fait à obliger les capitalistes, à obliger en fait les patrons de reculer dans leur plan d'attaque contre les travailleurs. Et vu la détermination qui était celle des classes dominantes et du gouvernement, c'était la seule façon de pouvoir en fait imposer une victoire contre la loi El Khomri. On se bat contre la loi El Khomri et son monde, c'est-à-dire en fait le monde capitaliste qui engendre les attaques et les lois en fait anti-ouvrières et anti-populaires. Donc d'une certaine façon, derrière ce discours de radicalité, la stratégie de la CGT était une stratégie de négociation in extremis. De l'autre côté, il y a en fait une stratégie qui a émergé notamment en fait dans la jeunesse, qui était plus en fait celle des courants autonomes, qui était une stratégie de beaucoup de radicalité dans les actions de rue. Donc il y a eu l'émergence par exemple d'un phénomène de type Black Bloc dans les manifestations. Il y avait des milliers en fait et des milliers de jeunes qui en fait faisaient des actions en fait d'affrontement avec la police assez dures. La principale faiblesse que nous en fait on voit dans la stratégie en fait du mouvement autonome, c'est précisément en fait de ne pas avoir été une alternative pour que toute une série de travailleurs de base qui étaient critiques en partie de la politique de la CGT. Revolución Permanente integra la red de diarios internacional de la cual forma parte Izquierda Diario y ha jugado un papel muy importante en el movimiento, destacado entre otros por la revista Newell's Review, ¿no? Que lo menciona como uno de los sitios que ha
incidido en la politización de la nueva juventud. ¿Cuál ha sido el papel y la acción desarrollada por Révolution Permanente en el movimiento? Bon, dans ce mouvement, la question de la bataille médiatique a été une question centrale en fait, puisque dès le début de la mobilisation, il y avait un assentiment général en fait contre la loi travail et en faveur de la mobilisation, avec plus de 60%, 70% de la population qui soutenait en fait la mobilisation. De ce fait, les journaux bourgeois et traditionnels ont joué le rôle ont mené une véritable campagne en fait de propagande en fait contre la mobilisation, contre la jeunesse en fait qui était assimilée en fait à des casseurs, à des anarchistes en fait qui étaient là pour tout casser, contre aussi en fait les grévistes en fait qui étaient comparés à des preneurs d'otages en fait, y compris à des terroristes, Daniela le rappelait. Et dans ce contexte-là, Révolution Permanente a pu devenir en fait un média de référence pour la mobilisation en jouant le contrepoids idéologique à cette tendance un peu générale. On l'a vu avec des dizaines en fait de contributions qui nous ont été envoyées en fait de partout dans la France en nous demandant de relayer l'état de la mobilisation. Le poids aussi comment dire le poids des vidéos qui montrent en fait la répression policière et les violences policières en fait ont été partagées et regardées des millions de fois. Du côté du mouvement ouvrier également, puisque par exemple avec la grève des cheminots, on a mené et on a relayé via Révolution Permanente une campagne de solidarité des usagers envers la grève des cheminots qui a été relayée sur Révolution Permanente, et quand en fait on se rendait sur les gares pour intervenir en lien avec les travailleurs, c'était un accueil en fait où on nous disait c'est génial en fait ce que vous avez fait, ça redonne le moral en fait quand on se prend en fait dans toutes les unes de journaux qu'on est des preneurs d'otages, qu'on empêche les gens d'aller à l'Euro de football, etc. Et dans cette optique-là, Révolution Permanente a pu jouer un vrai rôle. Mais pas simplement pour couvrir la mobilisation, Révolution Permanente nous a également permis d'avoir une tribune en fait, pour proposer à une large échelle en fait, une politique et prendre position en fait, dans les débats qui ont été ouverts, débats stratégiques en fait, de la mobilisation, dans la perspective de la grève générale, de l'auto-organisation, de l'unité des travailleurs et des étudiants. Francia ha sido noticia todo este primer semestre, no solo por la lucha de clases, sino también por los atentados y la respuesta represiva dada por el Estado francés con la declaración del estado de seguridad, ¿no? ¿Cómo ven este proceso y qué impacto, qué explica, digamos, el desarrollo de los atentados y un sector de la juventud atraído por Daesh, el ejército islámico? ¿Cómo explican esto? On voit qu'il y a une certaine polarisation très forte dans la société française. Donc en même temps qu'il y a en fait une mobilisation qui est le point le plus avancé, certainement en fait, de la lutte des travailleurs à l'échelle européenne et peut-être mondiale, il y a aussi en fait des événements totalement barbares en fait et un tournant répressif et réactionnaire de l'État français en fait en réaction à ces attentats-là qui font en fait, disons qu'il y a une polarisation très forte dans la situation. Le gouvernement utilisait les attentats en fait, pour justifier sa politique répressive. Mais petit à petit, ça marche de moins en moins parce que la population commence à voir que la police elle est très efficace en fait, pour tabasser des jeunes, pour réprimer des manifestations, mais que cette même police n'est pas capable en fait, d'empêcher qu'il y ait des attentats comme celui qui a eu lieu. En fait, problème en fait, extrêmement fort de répression et de violence policière contre ces couches et plus en général en fait, d'oppression raciste contre les jeunes d'origine immigrée en France. ¿Cuáles te parece que son las perspectivas para el proceso de lucha? ¿Se frenó en las vacaciones y vuelve o no? ¿O Hollande se va a salir con la suya con la réforme laborale? Mais je pense qu'il y a quelques éléments qu'on peut avancer. La première chose qui est certaine, c'est que même si Hollande a réussi à faire passer sa loi, en fait, toute la détermination de l'avant-garde qu'on discutait un peu plus tôt, toute cette radicalité et tous ces réflexes de lutte qui ont été pris, au-delà de la question du retrait ou non de la loi, c'est la formation de toute une génération militante et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Et en fait cette radicalité et cette détermination combinées un peu à la situation politique objective, c'est-à-dire le fait qu'il y a toute une série de nouvelles attaques qui se préparent et de nouvelles réformes antisociales, si on pense rien que par exemple dans la jeunesse au service civique obligatoire, notamment dans la mesure où il risque d'y avoir peu de débouchés électoraux à toute cette colère. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas terminé. Et je pense que ça, un exemple un petit peu concret de ça, c'est le fait que déjà, de manière claire, se dessine la date du 15 septembre.
comme une nouvelle journée de mobilisation. Et je pense que c'est assez significatif comme fait. Ça montre que les directions syndicales ont été obligées d'y appeler par une poussée comme ça assez claire de toute la population qui y aspire très nettement. Bueno, muchas gracias Daniela, Marina, Elsa, y los acontecimientos de Francia serán uno de los temas de debate que estamos teniendo en la conferencia que estamos realizando entre el PTS y otras organizaciones socialistas e internacionalistas de Europa y de América, con los cuales compartimos una organización común, participamos de la red de diarios internacional, las compañeras como parte de la corriente comunista revolucionaria del NPA y la publicación Revolución Permanente. Ya seguimos con la Izquierda Diario TV.